Oui, je vais commencer déjà par ma première question et après les questions de tout le monde sont les bienvenues. C'est juste pour lancer le débat. C'est autour, finalement, vous en avez parlé durant votre présentation, de l'impact de la culture de la guerre, mais aussi de l'impact de la culture de l'urgence sur la recherche. Et qu'est-ce que, justement, c'est ça qui est intéressant pas uniquement en termes de thèmes de recherche, mais en termes de pratique et d'organisation de la recherche. Donc, je pose, si vous pouvez un petit peu développer et dire des choses sur ce thème-là, tous. Donc, pour répondre à votre question sur la culture de l'urgence, dans la production de savoir académique sur les réalités nucléaires, c'est intéressant de voir comment cette culture de l'urgence va se focaliser sur un cadrage particulier qui est ce qu'on appelle le cadrage de la prolifération. Et en fait, la slide que donc vous ne verrez pas, c'est celle qui montre comment le champ d'études des réalités nucléaires, qui va s'appeler les études enfin, je vais le dire en anglais, Security Studies, parce que c'est évidemment un champ global, va essentiellement se centrer sur la question de la prolifération et de la prolifération horizontale. Et c'est vraiment frappant parce que si on regarde l'histoire des arsenaux, on s'aperçoit que précisément la prolifération verticale, c'est-à-dire l'augmentation de taille des arsenaux existants, elle est durable et pérenne, mais ce qui est étudié en particulier à partir des années 60, des années 70 et de manière quasi exclusive à partir des années 90, c'est cette focalisation sur la prolifération horizontale, donc l'acquisition d'armes nucléaires par de nouveaux États. Cette idée, c'est qu'il est urgent de soutenir la politique de non-prolifération, mais cette urgence-là, elle est très localisée, elle néglige tous les effets de la nucléarisation du monde dont j'ai essayé de vous parler. Vous pouvez réagir. Et si vous avez des questions par la suite. Oui, dans la période ancienne dont j'ai pu parler, la culture de l'urgence, elle se traduit plutôt dans l'actualisation des connaissances que l'on trouve, alors non pas dans les enseignements supérieurs de la philosophie ou de la sociologie de l'époque, mais peut-être dans les manuels de sociologie qui sont produits. Alors j'ai cité rapidement le manuel de René Hubert. Il faudrait voir comment il a été actualisé de 1925 à quasiment 1946, autant que je me souvienne. Et il y a aussi un autre auteur qui a participé au colloque de 1930 qui s'était tenu à Genève, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Gaston Boutoul. Alors Gaston Boutoul, il s'est interrogé sur à partir, disons, de la démographie, sur les questions de la guerre. Il a produit un traité de sociologie qui est très intéressant. Alors c'est plutôt en termes d'actualisation, me semble-t-il, qu'il faut lire cette époque-là. Excusez-moi. Non, je disais que donc cette question de l'urgence, elle est liée vraiment à cet épisode de Los Alamos et que ça va donner pendant des dizaines d'années, je dirais, l'idée que quand on veut et qu'on s'organise bien, etc., on peut. Et que c'est possible et on va aller vite et on va le faire. Et il y a un peu la même aussi volonté d'efficacité et d'aboutissement rapide au moment du programme Apollo. On se lance, on le fait. Mais du point de vue des scientifiques eux-mêmes, il est évident aussi qu'après, quand je disais il y a une lassitude, mais c'est réel, c'est-à-dire que les gens ont envie de respirer, ont envie de réfléchir de façon plus profonde sur ceci et sur cela. Donc, l'urgence, elle est toujours finalement au fond du côté du politique, du côté du pouvoir, du côté de l'État, oui. Oui, bien sûr. Yes. Oui, bonjour.
Oui, bravo d'avoir mentionné Gaston Boutoul. C'est vrai que c'est le père de la polémologie. On l'a un peu oublié, d'ailleurs, bien que dans les années 60, je crois que toutes les facs de France avaient un département de polémologie, grâce à Gaston Boutoul. Mais moi, je voudrais poser une question sur cette articulation possible ou pas possible entre, d'une part, le discours de Pelopidas sur le nucléaire et ce que vous avez raconté, madame, sur le climat et l'urgence climatique. Et je me posais la question, est-ce qu'on est capable de parler également de cette urgence nucléaire, et jusqu'à quel point est-ce que ceux qui ont travaillé sur les enjeux nucléaires, est-ce qu'ils ont pris en compte toute la problématique du climat? Et je pose la question parce que, si j'ai bien compris, tout le travail de modélisation, tout le travail des simulations fait sur le climat a été fait d'abord par des militaires. Voilà. Ça a l'air de vous étonner, mais... Non. Non. Ah bon, ça va. Enfin, les militaires, mais aussi la NASA, mais aussi... Bon, toutes les simulations sur l'hiver nucléaire, c'est effectivement, ça avait à la fois avec le nucléaire et avec le climat. C'est pour ça que je voulais voir si... Voilà. Si. Pour la deuxième question, comme ça vous pourrez répondre de façon un peu groupée. En fait, j'ai deux questions. Une question pour Benoît Pelopoulias et la seconde pour Ami Dahan. D'abord à vous, madame. Tantôt, je vais parler un peu de l'éthos scientifique selon Merton, et donc qui a été thématisé en 1942. Et donc, vous savez qu'une des grandes caractéristiques, c'était l'universalisme. Ouais. Et puis, vous nous avez parlé de nationalisation de la science, des sciences dans la période après-guerre. Alors, est-ce qu'il faut considérer, je sais que c'est une position qui a été prise par un certain nombre d'auteurs, de considérer que Merton ne nous a jamais donné que l'idéologie de la science, mais pas la pratique. Et en tout cas, d'après ce que j'entends de ce que vous nous dites, sûrement pas la pratique de l'après-guerre. Ça, c'est ma première question. Et ma seconde question, c'est aussi par rapport à vos remarques conclusives sur l'enseignement les implications de vos recherches sur l'enseignement. J'ai été impliqué, j'en parlerai aussi, j'ai été étonné, j'en parlerai tout à l'heure aussi, par l'indifférence de mes étudiants et de mes collègues face au genre de questions que vous posez, et notamment des financements à finalité militaire des programmes de recherche. Et vous donnez une interprétation assez généreuse, je trouve, de cette indifférence, en ce sens que vous dites, finalement, on ne leur a pas donné le choix de s'y intéresser ou pas. Et ça, je trouve que ce serait peut-être intéressant de développer un petit peu, si vous voulez bien. Merci. Bon, alors, merci beaucoup à tous les deux. Puisque l'organisateur nous a demandé de faire grouper, je vais faire grouper, je vais répondre à vous deux et je passerai le micro à mes collègues ensuite. Alors, la première question sur le lien climat-nucléaire. Alors, comme ça a été rappelé, et rappelé d'ailleurs bien dans les travaux dont on a entendu parler là, mais aussi dans les travaux de Joseph Mascot et de Paul Edwards, le fait que les instruments méthodologiques et conceptuels qui nous permettent de mesurer le climat, ou en tout cas de produire de la connaissance sur le climat, sont pour une grande partie d'entre eux des instruments développés pour la compréhension du phénomène nucléaire. Sachant ça, j'ai encore une mauvaise nouvelle. Alors c'est toujours le risque, quand on me donne la parole, j'ai toujours des mauvaises nouvelles en plus. Donc la mauvaise nouvelle en question, c'est un papier que l'équipe a publié dans Raison Présente, dans le numéro de juin, et qui consiste à poser une question très simple, à savoir qu'est-ce qu'on sait sur les effets des transformations du système Terre sur la sûreté et la sécurité des arsenaux nucléaires. Et quand on pose cette question-là et qu'on fait simplement une revue de littérature en études de sécurité nucléaire sur la période 1990 à 2022 et en Environmental Policy Studies sur la même période,
on s'aperçoit qu'en fait, les deux disciplines opèrent en silo et soit pensent les deux comme juxtaposés, mais en tout cas ne réfléchissent pas à des interactions substantielles durables. Et c'est vrai aussi, c'est-à-dire cette pensée en silo est vraie aussi dans les doctrines des États dotés d'armes nucléaires, en tout cas les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie, soit 93% des arsenaux nucléaires développés aujourd'hui. Donc l'objet de cet article, et je vous le dis simplement comme une invitation, c'est de concevoir et d'imaginer des liens possibles pour qu'on puisse commencer un travail de recherche ensemble sur la validité empirique de ces liens possibles. Voilà, en tout cas, une ébauche de réponse sous forme d'invitation. Sur la générosité de mon interprétation, le qualificatif est absolument juste. Parce que je crois que face aux tentatives de disqualification systématique, au moins quand on parle de la prochaine génération d'étudiants et de chercheurs, je pense que si on n'est pas généreux avec eux, on n'arrive plus à rien. Enfin, on n'a plus la force de faire. Mais la raison pour laquelle je pars de cette idée qu'ils n'ont pas eu le choix, c'est une surprise pour moi archivistique. C'est-à-dire, dans les années 50, il y a eu une controverse à l'Assemblée nationale et on découvre l'existence d'une directive où on dit qu'il ne faut pas dire aux Français la réalité de la guerre nucléaire parce que, dans un premier temps, ce serait faire le jeu de la propagande communiste. Donc, dans un premier temps, il ne faut pas dire la vérité de la vulnérabilité nucléaire pour éviter de faire le jeu de la propagande communiste. Et ensuite, il ne faut pas non plus le dire pour ne pas risquer de décrédibiliser la dissuasion. Donc en fait, il y a toujours de bonnes raisons de ne pas dire à nos élèves la réalité de la vulnérabilité nucléaire, ce qui est une situation, de manière pédagogique, extrêmement grave. Voilà, j'en termine sur ce point. Alors sinon, la question de la disqualification des scientifiques, vous en avez parlé, vous, et puis j'ai été frappé lorsque vous parliez d'Emmanuel Kant, hein, qui subissait une sorte de disqualification post-Première Guerre mondiale. Est-ce que c'est un phénomène courant, cette disqualification? Par rapport à ce terme de disqualification, ça m'a marqué. Un petit complément sur la même question, puisque dans votre exposé, la première personne que vous avez mentionnée, M. Hubert, c'était presque caricatural à quel point il était dans l'esprit de la période de 1918-1920. Oui, mais disons que dans cette période-là, en 1920, je crois, sélection de la Chambre Bleu Horizon, et toutes les mentalités en France sont terriblement marquées par le désastre. On l'a vu donc avec sa vision, la science française, la science allemande, qui n'est pas complètement fausse, mais qui est quand même un peu caricaturale. Et on le voit aussi à la même époque, et là je peux en parler, parce qu'il y a eu la visite d'Einstein en France en 1921, mais qui a été extrêmement difficile. L'idée qu'un scientifique allemand puisse visiter la France était quasiment... il y avait des manifestations, comme vous avez pu mentionner à Bordeaux, dans certains sens. Donc je crois que c'est très important de mentionner que cette période est vraiment un exemple frappant de l'impact de la guerre sur les mentalités. Là-dessus, je vous laisse. Non, je n'ai rien à ajouter à ce que vous dites, hein, effectivement. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai ouvert un peu le parapluie en disant qu'il faut faire preuve de prudence quand on lit ces auteurs, parce que quelquefois, ça tourne un petit peu aux stéréotypes culturels, hein, et il faut en tenir compte. Mais cette asymétrie entre l'Allemagne et puis les vainqueurs de 14-18, là, c'est quelque chose de très, très important. Hein. Et la notion de Kultur avec un grand K, on en trouve même des traces dans les bulletins du soldat, où on présente en fait le prussien, si on reprend les appellations du siècle antérieur, et c'est évidemment ce qui ne permettra pas qu'il y ait une réconciliation, ou au moins des retrouvailles entre les scientifiques d'un bord et ceux de l'autre. Dans l'immédiat, ce sont en fait les alliés qui quelquefois donnent
le ton de ces retrouvailles, mais qui ne seront que tardives. Un mot donc sur la disqualification, sur votre question. Moi, j'insiste pour dire qu'il faut dire tentative de disqualification, parce que savoir si elles réussissent ou pas est une question spécifique. Et en l'occurrence, et là, la portée de mon propos est très limitée à la tentative de produire de la recherche indépendante sur le phénomène nucléaire. Dans ce cas-là, la tentative de disqualification, elle est extraordinairement localisée en France. C'est-à-dire, les résultats dont je vous ai parlé, ils sont validés à échelle internationale, ils font partie d'articles dans des encyclopédies. C'est disqualifié par un tout petit cercle français qui pratique ce que j'appelle, de manière un peu facétieuse, la neutralité embarquée. C'est-à-dire, ces gens-là disent qu'ils sont neutres, mais pour eux, la neutralité, c'est simplement l'acceptation aveugle du discours des acteurs comme étant la seule vérité légitime sur l'objet dont ils parlent. Et ce qui est intéressant, c'est que ils affichent ça. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, dans la seule réponse qu'on a eue dans une revue scientifique, qui est Cold War History, que vous pouvez lire. D'ailleurs, il faut aussi ajouter que la raison pour laquelle ce dialogue est en libre accès, c'est parce que moi, j'ai fait l'effort pour qu'il le soit en payant l'open access, à la fois pour notre article, pour notre réponse et pour la réponse de nos contradicteurs. Ils disent explicitement qu'il n'est pas acceptable et qu'il n'est pas une pratique de recherche légitime que de prétendre contredire la parole gaulliste. Ce qui relève pour moi d'une attitude idéologique explicite, ce qui est d'autant plus important que ce qui est intéressant dans ce papier-là, en termes de tentative de disqualification, c'est qu'il y a aussi une tentative de capture de la source. Vous lirez si ça vous intéresse, et les contradicteurs en question révèlent qu'ils sont les légataires testamentaires d'un des acteurs clés de la politique nucléaire de la France, et ils nous disent explicitement qu'ils sont aussi dépositaires de l'interprétation légitime de cette source. Voilà, c'est ça la tentative de disqualification, mais comme je vous ai dit, la bonne nouvelle, c'est qu'elle échoue grâce au processus d'évaluation par les pairs et à la publication en langue autre que le français. Je ne sais pas. Merci. Du coup, moi, j'avais une question sur la relation science-société et la porosité que les sciences ont envers le grand public et comment elle a évolué, au cours de l'histoire, quoi. Enfin, est-ce que maintenant, on est dans une période où les sciences il y a plus d'interaction entre sciences et société ou pas? Je prends la deuxième question. Oui, ça prolonge un peu la précédente. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez des initiatives de Jacques Testard, par exemple, sur Sciences ouvertes ou d'autres moyens de faire communiquer les scientifiques et la société pour ne plus être disqualifiés? J'ai pas besoin de micro pour parler, donc ça va. D'accord. J'ai un micro, d'accord. Bon, je réponds à vos questions sur sciences société, sciences ouvertes, machin. Il me semble que c'est frappant parce que justement, je me suis interrogée explicitement sur ce sujet. Au début des années, à la fin des années 90, début des années 2000, eh bien, en France, regardons la situation en France, il y avait une sorte de passion intellectuelle explicite pour certaines questions scientifiques dans les médias, dans les revues intellectuelles. Il y a eu des numéros spéciaux, j'ai toutes les références, du débat, de critique, de la revue du MOS, sur des questions très scientifiques. Par exemple, là, j'ai parlé des questions de chaos tout à l'heure. Ça fait l'objet
de numéros spéciaux. Comment parler des sciences aujourd'hui, les sciences entre histoire et philosophie, des grandes controverses scientifiques, etc. Et c'est lié à ce que j'ai appelé la guerre des sciences, effectivement. Ça a été aussi ça a donné un certain nombre de débats, y compris dans Le Monde, dans le Figaro, dans machin, des grands. Tout ça intervient dans les années 90 jusqu'aux années 2004-2005. Et depuis, il n'y en a plus. C'est extrêmement frappant. Et même les journaux comme La Recherche pour la science, Science et Vie, tous ces journaux-là qui étaient importants dans le débat public en France, dans ces années que je viens de citer, je ne dis pas qu'ils n'existent plus, mais on ne peut pas dire qu'ils débordent leur propre lectorat ou qu'ils arrivent à poser des problèmes généraux. Alors, bien sûr, on me répond toujours, et j'en suis bien consciente, que ce qui a pris la place, c'est les questions d'environnement. En particulier celles de climat, mais pas seulement. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Parce que les questions d'environnement, bien sûr, il y a des questions scientifiques à la racine des problèmes d'environnement, le risque climatique, la question de la biodiversité, etc., ou le trou de la couche d'ozone. Mais disons que ce n'est pas le fonctionnement de la science en tant que telle qui est au premier plan des préoccupations. C'est les effets sociaux sur la Terre, sur nos sociétés, etc., qui sont à la racine des controverses. Et je n'ai pas encore de réponse totalement satisfaisante sur ça, sur cette disparition de l'espace public. Et ce n'est pas seulement vrai en France, c'est vrai aussi aux États-Unis, où vraiment il y avait des grands débats. Les historiens des sciences, un certain nombre d'historiens et de philosophes des sciences ou de gens qui publiaient sur les sciences, étaient archi connus aux États-Unis dans les années 90. Bon, maintenant, c'est de la nouvelle génération, il n'y en a pas. On va parler, les intellectuels venus des sciences qui parlent de ça, ils ne parlent pas de sciences vraiment, de résultats scientifiques. Alors, ils vont parler éventuellement de la transition écologique, etc. Ils vont parler évidemment des questions de race, de genre, qui sont liées à... Mais ils ne parlent pas véritablement des dynamiques scientifiques, des problèmes posés par la science, etc. Et ça, c'est quelque chose auquel je n'ai pas de réponse vraiment. Alors maintenant, juste un petit mot, parce que je sais que la question m'avait été posée tout à l'heure, à propos de, est-ce que l'idéal de Merton, est-ce que ça a existé ou est-ce qu'il nous a raconté en fait un bobard, quoi. Non, il n'a pas vraiment raconté un bobard, parce qu'il y a, et on peut le tracer, la vie internationale des sciences dans les années de l'après-guerre, ça existe aussi. Mais de fait, quand je disais il y a nationalisation des sciences, c'est que la force de certains pays, du point de vue scientifique et technique, avec les financements, avec l'organisation, avec le déséquilibre au point de vue communauté scientifique, est tel que, bien sûr, les sciences, entre guillemets, de certains pays sont vraiment dominantes. Vraiment dominante. Et en ce qui concerne la science aux États-Unis, c'est très très fort. C'est quand même la première du monde au niveau communauté scientifique, nombre de chercheurs, nombre d'institutions, etc., etc. Bon, la Russie soviétique, elle est bonne. Elle est bonne, mais en mathématiques ou en physique. Elle est vraiment très loin et nulle même. En biologie, on le sait bien, avec tout ce qui s'est passé, Lysenko, etc. Et dans beaucoup d'autres domaines. Elle n'a eu aucune voie innovante dans beaucoup d'autres domaines. Mais dans les 3-4 disciplines qui étaient vraiment liées aussi à la question de la guerre, parce que j'ai aussi été il se fait que dans les années 90, j'ai été aussi plusieurs fois en Union soviétique faire des enquêtes d'histoire des sciences à Nijni Novgorod, etc., sur un centre scientifique qui m'avait beaucoup intéressé et qui a joué un rôle très important pendant la guerre pour la bombe
russe, et aussi pour les phénomènes de résonance, de vibration, etc. Et d'une certaine façon, les Américains, par l'intermédiaire d'un scientifique qui s'appelle Solomon Lefschetz, qui était lui-même d'origine russe, il avait immigré très très jeune, mais il savait parler le russe, et il a été mis sur la voie, enfin la piste de cette école de Andronov à Gorky. Gorky, c'est Nijni Novgorod. Voilà, et il a montré que c'était extrêmement important, et il a lancé les États-Unis sur la question des phénomènes non linéaires, etc., parce qu'il a vu que c'était majeur et que pour les questions de guerre, c'était très important. Il a commencé ça, ses travaux d'alerte, c'est en 1943, et il développe ça. Maintenant, si vous voulez, si on regarde par exemple la France a une école de mathématiques qui est considérée comme une des premières du monde pendant 30 ans, jusqu'aux années 70. Quand on regarde le nombre de médailles Fields qui ont été données à partir de 1945, enfin la première c'est en 50 après-guerre, c'est Laurent Schwartz, jusqu'aux années 70, la proportion de Français est énorme. Donc voilà, c'est l'école mathématique abstraite, théorique, Bourbakis, etc., elle se perdure. Et elle a un phénomène que j'ai étudié, beaucoup d'importance dans l'instance mondiale des congrès internationaux de mathématiciens qui donnent les médailles Fields. Mais sur les mathématiques appliquées, le gap est absolument majeur. Et il faudra attendre Lyons, et encore, ça n'a jamais rattrapé. Mais quand même, avec Lyons, voilà, à partir des années 80, il y a un effort pour rattraper. Mais évidemment, là, il y a des inerties françaises sur l'informatique, etc., qui font qu'on n'aura jamais le niveau des Américains sur ce sujet, enfin, etc. Mais voilà. Merci.